Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. La blockchain revient à la une de l'actualité avec Facebook et son annonce de création de crypto-monnaies, le cours du Bitcoin de nouveau assez élevé. Le podcast va tenter aujourd'hui d'élargir les possibilités de cette technologie au-delà des crypto-monnaies en s'intéressant avec vous, Grégory Chenu, aux nouveaux usages de la blockchain. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chef de projet marketing blockchain, leader pour le Crédit Agricole. Avant de rentrer dans les usages, petite pensée pour les néophytes en rappelant ce qu'est une blockchain. Si je vous dis technologie de stockage et de transmission d'informations, sécurisée et cryptée et fonctionnant de manière décentralisée, qu'est-ce que vous y ajouteriez en complément ? Vous avez déjà pratiquement tout dit. Le point important, c'est qu'on est bien dans le monde digital et qu'une blockchain, pour la première fois, permet de faire des transactions, comme vous avez dit, sécurisées, certaines, auditables, et on est bien dans le monde digital. Ce qui avant n'était possible que dans le monde physique où je donnais quelque chose à quelqu'un et voilà, c'était sûr et certain. Et on peut faire ça dans le monde digital cette fois-ci sans éventuellement passer par un tiers qui doit vérifier les choses. En termes de certification. Alors l'autre rappel préliminaire important à avoir en tête, les crypto-monnaies comme le Bitcoin utilisent les technologies blockchain, raison pour laquelle on retrouve ces deux mots très souvent associés. Et donc petite incise à ce propos, est-ce qu'une blockchain s'adosse forcément à une crypto-monnaie pour fonctionner ? Alors justement, quand on parle de la blockchain, c'est souvent une erreur puisque la blockchain, c'est finalement la seule qui existe premièrement, c'est celle du Bitcoin. Il faudrait plutôt parler des blockchains. Parce qu'il y a différents types de blockchain en termes de technologie. On a donné les principes, mais les technologies derrière sont très nombreuses. L'idée, c'est que sur une blockchain, donc c'est un réseau. Et donc, comme il y a plusieurs blockchains, il y a plusieurs types de réseaux. Il existe des blockchains, en effet, où il y a le besoin d'avoir un sous-jacent qui va servir à faire des transactions, que l'on appelle le Bitcoin ou l'Ethereum. Et c'est souvent ça ce que l'on trouve dans les blockchains qu'on appelle publiques, c'est-à-dire où n'importe qui peut y participer. Et puis, il y a des blockchains privées, où là, ce sont des acteurs différents d'un métier, d'un secteur, ou que sais-je, qui décident de se mettre ensemble pour créer une blockchain avec les mêmes avantages, on va dire, technologiques, mais qui n'ont pas besoin spécifiquement d'utiliser une monnaie, ou tout au moins ce qu'on appelle souvent un token, c'est-à-dire un jeton numérique qui sert pour les échanges. C'est là la grande différence. Alors la blockchain, ses usages, Grégory, je vous soumets quelques chiffres et vous me dites à quel usage ils correspondent. 256 millions en 2016, puis 5,4 milliards en 2017, et enfin plus de 14 milliards de dollars ont été levés dans le monde en 2018 via cet usage de la blockchain. Quel est d'après vous ce mode de financement ? Alors je pense que vous faites référence aux fameuses ICO, l'acronyme anglais pour Initial Coin Offering. C'est une très bonne réponse. Le concept de l'ICO, c'est quelqu'un, lorsqu'il va lancer un projet, va vouloir lancer un jeton numérique. Donc ce n'est pas un titre financier, donc ce n'est pas une action ou une obligation, mais c'est un jeton qui peut représenter, je dirais, un avantage un jour pour l'utilisateur, pour pouvoir non pas payer, mais avoir accédé à un service ou à un bien. Et donc une ICO, c'est un système où l'émetteur de ce projet, le porteur de ce projet, va émettre des jetons. Et en fait, c'est une levée de fonds. C'est une levée de fonds. Mais évidemment, en contrepartie de cette cette émission de jetons, il lève des fonds. Alors initialement, c'était souvent en crypto-monnaie. Maintenant, c'est aussi possible de le faire et de payer avec de l'argent tout à fait classique. Sachant que les jetons auxquels vous faites allusion, on peut très bien aussi les assimiler dans un cadre de levée de fonds. L'équivalent pourrait être des actions, en fait. Les ICO, telles qu'elles sont vraiment régulées dans le monde, ne sont pas des véritables titres, des véritables actions. Mais aujourd'hui, il existe aussi d'autres formes de levée de jetons qui s'appellent des STO, Security Token Offering. Et là, par contre, dans tous les pays, lorsqu'il y a une levée de fonds de ce type-là, ces jetons sont bien considérés comme des titres financiers, c'est-à-dire actions ou obligations ou fonds financiers. Pour prendre un exemple simple qui est réel, puisqu'il va arriver dans les 6 prochains mois, vous avez une équipe de sport de football très importante qui va émettre des tokens, des jetons, que les gens ne pourront pas utiliser dans la vie physique. Ça sera bien des jetons qu'ils auront dans un petit programme sur leur ordinateur ou leur téléphone. Et grâce à ces jetons, ils auront des avantages, c'est-à-dire acheter des t-shirts moins chers, voter lorsque le club décide de quelque chose, etc. En France, les ICO étaient suspendus à la loi Pacte, à la promulgation de la loi Pacte, ce qui du coup est le cas aujourd'hui puisque la loi est passée. Aujourd'hui, donc en France, c'est l'autorité des marchés financiers qui est désormais en mesure de délivrer des visas pour ces fameuses ICO. Et du coup, quels sont les intérêts concrets d'effectuer une levée de fonds de cette manière ?
Alors, il y a une grande part de mode et quelquefois aussi des projets totalement absurdes et on va dire même des faux, ce qu'on appelle des scams dans le milieu. Mais on peut très bien imaginer des projets tout à fait sérieux, même du financement de projet, et ça parlera évidemment dans le milieu bancaire. C'est-à-dire que pour financer un projet spécifique, quelqu'un va émettre des véritables jetons et les porteurs de ces jetons en tireront un avantage, c'est-à-dire que ça peut être la construction d'une piscine et donc les financeurs vont avoir ce jeton et ils auront droit, avec ces jetons qu'ils possèdent, à des entrées gratuites les premiers mois, par exemple. Je donne un exemple très simple, mais on voit bien que c'est un financement de projet avec un financement et les financeurs qui sont porteurs, non pas d'un titre, mais d'un jeton, vont pouvoir en tirer bénéfice parce qu'ils ont aidé à la mise en place de ce projet. Et ça pouvait pas être le cas d'une manière, une levée de fonds traditionnelle ? Alors, dans certains cas, en effet, c'était très rapide et très facile aujourd'hui. J'ai vu récemment le cas d'une ville qui voulait lancer ça de manière simple pour financer justement des projets pour le public et qui expliquait que créer une piscine, c'était passer par des entraves administratives beaucoup plus importantes, quelquefois devoir passer par le lancement d'une obligation dédiée et avec tout ce que ça entraînait. Et là, c'était beaucoup plus simple. Et ça permettait aussi, parce qu'un jeton peut être pris en compte par n'importe qui, de s'adresser à les personnes d'un quartier ou les personnes d'un pays ou les personnes simplement d'une région. Donc on peut imaginer des choses beaucoup plus simples et qui permettent de parler en direct entre l'émetteur, le porteur de projet, et la population. Et certaines ICO sont mondiales parce que c'est un projet qui peut être considéré comme mondial et tout de suite ça a une résonance mondiale. Mais on peut l'imaginer aussi d'un point de vue très basique au niveau d'une région ou même d'une ville. Du côté des désavantages maintenant, compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies observées ces dernières années, on peut s'interroger aussi sur le niveau de risque d'une ICO. Souvent, en fait, les tokens sont aussi adossés à des crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Alors, ce qui est vrai, c'est que certaines ICO libellent toujours leur prix du jeton en une monnaie que l'on connaît, comme par exemple l'euro, et celui qui va financer peut payer en euros ou payer en crypto-monnaie. Après, je dirais, cela ne change pas grand-chose, dans le sens que si le projet est valide, le jeton en tant que tel aura sa valeur pour le porteur du jeton. C'est-à-dire que si j'ai obtenu 10 jetons qui me permettent 10 entrées gratuites à la piscine et que la piscine se fait, j'aurai mes 10 entrées gratuites, indépendamment du fait que j'ai payé en euros ou que j'ai payé en bitcoin. Si j'ai payé en euros, je suis sûr de moi, il n'y aura pas de variation. Si j'ai payé avec une crypto-monnaie, je vais peut-être surpayer ou sous-payer. Là, évidemment, il y a un risque. Sur les réseaux sociaux, donc on a ouvert les questions comme d'habitude aux internautes. Sur les réseaux sociaux, Johan et Karine se demandent quels sont les autres usages de la blockchain, notamment dans le domaine médical, et quels sont les futurs métiers liés à la blockchain. Alors dans le domaine médical, il y a entre autres l'envoi d'informations, par exemple de patients, donc le suivi quelquefois de certaines maladies. Aujourd'hui, on a des processus assez complexes pour envoyer les informations de manière anonyme, etc. Où là, demain, ça pourrait être passer sur une blockchain où finalement le client n'aura pas grand-chose à faire, simplement à envoyer ses données et la blockchain en tant que telle anonymisera le tout. Et donc les médecins qui veulent faire des recherches sur une maladie rare en particulier auront une grande masse de données sans savoir à qui elles appartiennent. Mais par contre, ils pourront les utiliser. Il y a aussi la traçabilité, c'est-à-dire que si demain j'arrive à mieux tracer les particularités de certains malades sur certaines maladies, eh bien peut-être que j'arriverai mieux à faire des croisements en disant voilà, quand on a eu tel et tel symptôme, eh bien souvent s'entraîne telle maladie. Donc, mais là, je dirais, les champs du possible sont encore très larges et on a encore beaucoup de choses à voir. Par contre, un point important pour tout ce qui est médecine, c'est évidemment tout ce qui est gestion des médicaments et la traçabilité des médicaments. Alors en France et dans des pays, j'allais dire, un peu riches, on est relativement tranquille par rapport à ça. Mais dans certains pays, la traçabilité des médicaments est un vrai problème et un vrai fléau par rapport aux faux. On est en plein dans la certification d'un produit quel qu'il soit, d'une matière première également, d'un produit alimentaire, d'en garantir la provenance. Tout à fait. Dans un contexte différent, Carrefour a lancé une blockchain et d'autres grands acteurs tels la taille de Nestlé se lancent aussi sur des possibilités de suivre les aliments qui rentrent et tout ce qui rentre dans la chaîne de fabrication de leurs aliments pour pouvoir avoir une traçabilité totale de ce qui est mis dans les aliments. Dans un autre secteur, le groupe LVMH va bientôt lancer sa blockchain, qu'il appelle même une blockchain du luxe, il appelle même d'autres sociétés du luxe à rentrer, pour pouvoir là aussi tracer, j'allais dire, du poil de mouton initial en Australie qui a servi pour fabriquer l'écharpe qui est vendue ensuite aux Champs-Élysées. La traçabilité est extrêmement importante par rapport aux faux et à la contrefaçon. Et à la contrefaçon. Ouais, je pense aussi aux grands crus de certains vins. Les grands crus, bien sûr. Ouais. Alors, il y a aussi une question que Johan et Karine vous ont posée. C'était par rapport aux futurs métiers liés à la blockchain. Bon, il y a des métiers qui sont apparus, notamment les mineurs.
les informaticiens en fait qui créent les nœuds de la blockchain, qui créent les blocs en fait de la chaîne. Dans le cadre des blockchains publiques, en effet, il y a ces fameux nœuds qui les permettent de stocker les transactions. Même sur une blockchain, on va dire, de consortium, c'est-à-dire des entreprises qui se regroupent en disant tiens, on va mettre ensemble nos compétences et mettre une blockchain entre nous pour un usage particulier. Là aussi, il y a des compétences techniques fortes et donc il y a beaucoup de métiers de ce type. Autre question de Fabien cette fois-ci. Avez-vous des exemples d'applications dans le secteur de l'immobilier, aussi bien dans la gestion des actifs immobiliers que dans la promotion immobilière ? Alors dans l'immobilier, justement, c'est un cas très intéressant parce que ces possibilités de traçabilité et de sécurité des transactions est déjà utilisé quelquefois, même pour des transactions classiques, pour des particuliers dans certains pays, comme en Suède, on a fait déjà des tests, où en fait on va mettre dans une transaction sur une blockchain le nom du vendeur, la transaction, l'acheteur, la société immobilière qui a réalisé l'opération, tout ça. Et du coup, ça va être tracé dans une blockchain et de manière certaine. Ensuite, il y a aussi une autre possibilité, un autre pan complet concernant l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés immobilières qui vont vouloir valoriser leur immeuble ou leurs immeubles et qui aujourd'hui sont obligés de monter une société par immeuble, créer une société avec tout ce que ça entraîne, les délais et les coûts, et ensuite les vendre, ces actions. Et demain, elles vont pouvoir émettre des titres qui seront donc l'équivalent de tokens, donc des titres totalement dématérialisés mis sur une blockchain. Les jetons dont on parlait tout à l'heure avec les SEO. Et ces jetons représenteront bien une part de l'immeuble. Et donc, on peut imaginer quelqu'un qui dirait, voilà, j'ai un immeuble, je veux valoriser cet immeuble, eh bien, j'en émets 10 000 parts, et ces 10 000 parts sont sur une blockchain. Une sorte de crowdfunding, via une blockchain. Et pour l'émetteur, si c'est une blockchain, par exemple, privée que possède l'émetteur de ces jetons, il a une vision immédiate de qui possède les jetons, donc qui sont les propriétaires, des transactions qui ont lieu. Voilà. Alors on ne va pas forcément recenser l'intégralité des usages parce que ça nous prendrait beaucoup d'heures, mais si vous deviez aller ne retenir qu'une ou deux utilisations qu'on n'a pas encore évoquées et qui vous paraissent assez prometteuses d'ici les 5 prochaines années, ou en tout cas qui seront à même de se généraliser. La première que je vois, et elle est déjà un peu connue, c'est que lorsqu'on a dans le monde numérique quelque chose qui permet de faire des transactions qui sont rapides, pas trop chères, et simple, eh bien, tout ce qui est lié à l'univers du paiement, évidemment, intervient. Alors, peut-être pas le paiement de proximité et peut-être pas intérieur à un pays, mais des paiements vers l'étranger. Transfrontaliers. Et d'ailleurs, le groupe a fait une expérience de ce type-là qui a été une très grande réussite, puisqu'on a vu qu'on pouvait faire des transferts entre la Suisse et la France, donc avec même un change. Qui allait, avec une rapidité d'exécution de quelques secondes, alors qu'aujourd'hui, on est dans les réseau classique à quelques jours, et quand c'est en veille de week-end, on est sur 3 ou 4 jours. Donc là, il n'y a pas photo. Après, il y a des milieux très spécifiques. Donc ces transferts d'argent, par exemple, intéressent beaucoup des niches, comme les transferts d'argent quelquefois des populations qui ont émigré vers leur pays d'origine. Et c'est des milliards. Mais il y a aussi d'autres sous-métiers. Alors, il peut y avoir peut-être, ça va faire sourire, mais tout ce qui est jeu en ligne, qui là aussi est toute une industrie. Je la connais peu, mais je sais que c'est une industrie qui s'intéresse beaucoup à ça, parce que c'est des univers où les gens qui sont dedans, eh bien, ils ont besoin souvent d'une monnaie d'échange, quelquefois d'une monnaie d'échange entre différents jeux, et donc ça peut être des systèmes qui vont être utilisés. Il y a peut-être aussi un usage qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui concerne l'échange de sources d'énergie. Dans le milieu de l'énergie, il y a un projet, le projet Brooklyn Microgrid, qui permet à un ensemble de personnes qui produisent de l'énergie solaire de pouvoir gérer le flux d'électricité produite à une échelle communautaire. C'est vrai que une blockchain permettant d'avoir des transactions très rapides et on va dire entre les personnes, eh bien, se développe de plus en plus sur des réseaux ou sur des blockchains, des gens qui vont échanger d'informations. Voilà, justement, j'ai de l'énergie en trop, parce que je vais travailler, donc ma maison produit de l'énergie, je la vends à quelqu'un en face qui lui en a besoin. Et donc, sans passer par un tiers de confiance. En peer-to-peer. En peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il va y avoir... De particulier à particulier. De particulier à particulier. Et c'est ça la différence, c'est qu'on peut, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, ne plus utiliser un tiers de confiance pour valider tout ça. Alors, le dénominateur commun des usages où la blockchain est envisagée, c'est justement la suppression du tiers de confiance, puisque la sécurisation ou l'enregistrement d'une donnée d'un acte, quelle que soit sa nature, est décentralisé à travers l'ensemble des blocs qui constituent le réseau informatique. Or, ce que s'apprête à mettre en place Facebook avec sa monnaie Libra, c'est précisément l'inverse,
un tiers de confiance, Facebook, va se superposer à d'autres comme les banques centrales ou les banques elles-mêmes, des personnalités influentes dans le monde du numérique, français comme Gilles Babinet, appellent à démanteler Facebook suite à l'annonce de la mise en service de leur devise. Est-ce que cette position, elle vous paraît justifiée et qu'est-ce qui est au final en jeu dans cette affaire-là ? Le sujet est très large. Et je pense qu'on va en reparler dans les mois qui viennent. Il y a évidemment des points importants, et d'ailleurs le G7 l'a signifié hier, de, on va dire, fiscalité, régulation, faire en sorte que tout le monde subisse les mêmes obligations. Et donc tous les gens qui aujourd'hui, par exemple, s'occupent des paiements, les banques ou les assureurs, enfin dans le monde financier, il y a certaines régulations à suivre. Et donc toute personne ou toute entreprise qui voudrait, j'allais dire, jouer dans ce jeu-là, d'une manière ou d'une autre, va devoir suivre les mêmes obligations. Par contre, après, tout au moins c'est la position affichée par les gens de Facebook. Quand je dis les gens de Facebook, c'est Facebook et les membres, parce qu'ils sont quand même 27, hein, c'est pas que Facebook. D'autres entreprises comme Uber, voilà, comme Free, comme Mastercard, je crois. Mastercard, PayPal, c'est de dire ils n'ont pas l'intention réellement de créer une nouvelle monnaie, mais créer quelque chose qui va s'appuyer sur les monnaies existantes. Donc ça va être ce fameux Libra, ou cette fameuse Libra, masculin, féminin, je ne sais plus, qui s'appuierait elle-même sur l'euro, le dollar, le yen, a priori le pound anglais, peut-être la monnaie chinoise, voilà. Et aussi sur des titres d'État émis par des États. Donc il y a la volonté forte de vouloir coopérer en termes de sécurité, aussi pour renforcer notre opinion dans ce Libra. Libra devra prendre peut-être une licence bancaire aux États-Unis, en Europe, etc. Alors, le problème du démantèlement, moi, me fait un peu sourire parce que je ne vois pas en quoi il y aurait un risque important, étant donné que justement, cette Libra s'appuierait sur des monnaies stables et des émissions de titres stables. Par ailleurs, il y a un dernier point qui, pour moi, me semble très important, c'est l'offre, on va dire, commerciale, pouvoir faire des transactions mondiales, faciles, rapides et a priori pas chères. Et là, je n'ai pas vu de réponse à cela. Aujourd'hui, on n'est monté que dans la sphère haute, c'est-à-dire banque centrale, État, monnaie, souveraineté. Très bien, parce qu'en effet, ces sujets-là comptent. Mais l'offre, d'un point de vue purement commercial de Libra, ça va être de dire, eh bien, vous avez une personne qui vit au Mexique, qui a émigré là-bas, qui veut envoyer de l'argent rapidement à ses parents qui sont restés au Mexique. Elle veut faire ça de manière sécurisée, rapide, en moins de 10 minutes, et en étant sûr que l'argent qui va être reçu aura une valeur. Alors, il y a aussi peut-être une question assez concrète qui se pose, notamment au niveau des utilisateurs. On sait très bien que sur Facebook, il y a beaucoup de profils où l'identité des utilisateurs n'est pas forcément authentique. Et ça pose, vous le savez bien, des problèmes en termes de blanchiment d'argent. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Alors, je suis peu utilisateur de Facebook, mais ceux qui sont plus utilisateurs et aussi utilisateurs de WhatsApp m'ont dit qu'il y a eu des renforcements au niveau du fameux KYC et de la vérification des comptes lorsque KYC, Know Your Customer, Know Your Customer, c'est-à-dire connaître l'utilisateur. Tous les processus pour vérifier qui est derrière, qui il est, etc. Donc Facebook est en train de faire ce travail-là. Peut-être qu'ils seront obligés d'aller encore plus loin et de se conformer aux obligations qui sont aujourd'hui dévolues aux banques, par exemple, en Europe ou aux États-Unis. Par contre, j'ai toujours un peu ce souci, c'est que en effet, il va falloir gérer ce point. Ne pas l'évoquer serait une erreur. Par contre, il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tous les problèmes de blanchiment n'existent pas et que Libra va ouvrir la porte à quelque chose qui n'existe pas. C'est bien de vouloir faire entrer des nouveaux acteurs dans les clous, mais il faudrait ne pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui vont bien au-delà des clous et qui, quelquefois, ne sont pas attrapés. On passe à une question d'Emma qui se demande en quoi la blockchain elle serait compatible avec la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, utile d'un point de vue sociétal et environnemental. La question environnementale est assez difficile parce que, il faut être clair, toutes les blockchains utilisent de l'électricité, qu'elles soient de consortium, puisque les entreprises... Là, on parle du côté énergivore d'une blockchain. Énergivore, voilà. Donc ça, il y a de l'électricité qui est utilisée. Mais une fois qu'on a posé ce point-là, qui est irréfutable, il y a l'origine de l'électricité. Une étude pas plus absurde qu'une autre a indiqué que peut-être 70% de l'électricité utilisée dans le minage et donc dans la fabrication des bitcoins serait d'origine non polluante, c'est-à-dire solaire, hydroélectrique, etc. Là, dans ce cas-là, on a bien une grosse quantité d'électricité utilisée, dommage, mais si c'est de l'électricité, j'allais dire propre, là, il y a débat. Comme on le voit, le bitcoin utilise la même quantité d'électricité que la Suisse. Ok, très bien, mais si ça provient du soleil, c'est pas grave.
Ce sont des réserves, encore une fois. Ce sont des réserves. Factuellement, aujourd'hui, l'électricité qui est utilisée pour les blockchains ne provient pas d'une production verte. Ah, il y a une part d'électricité verte qui est certaine. Aujourd'hui, vous avez des véritables hangars entiers qui se lancent en Islande ou dans les pays du Nord pour pouvoir miner des crypto-monnaies publiques de manière totalement verte. Comment ? Bien, Parce que le soleil en Islande, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais par contre, le refroidissement des machines, on n'est pas obligé d'avoir des souffleries pour rafraîchir les machines. Entre guillemets, il suffit d'ouvrir la porte et il fait assez froid pour refroidir. Ah, mais du coup, ça fait fondre la glace d'Islande ? Oui, bon. Il y a aussi beaucoup de points importants. Vous avez des chutes hydroélectriques au Canada qui fermaient. Donc, il y avait aussi des gens qui étaient au chômage. Et puis, on a dit, finalement, l'hydroélectricité, c'est propre. On va réouvrir la chute, et puis l'eau qui est utilisée, elle fait tourner une turbine qui permet à des mineurs, là aussi, de faire marcher une blockchain. Donc là, on est dans le vert. Et la dernière, je peux vous la donner, je l'ai vue aujourd'hui, c'est l'extraction du pétrole à ciel ouvert dans certains endroits, là aussi au Canada et au nord des États-Unis, où quand il y a de l'extraction de pétrole, il y a du gaz qui s'évapore, et on a souvent vu ces images où ce gaz, on le fait brûler, et c'est du méthane qu'on envoie directement dans le ciel. Eh bien, ce gaz peut être non pas brûlé, mais réutilisé pour faire là aussi tourner une turbine et être utilisé pour une blockchain. Donc, ou autre chose. Ou autre chose, bien sûr. Toutes ces technologies-là vont devoir prendre en compte l'aspect environnemental, comme tout secteur de l'économie. Grégory Chenu, chef de projet marketing blockchain et blockchain leader au Crédit Agricole. Merci. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin du podcast. Vous pourrez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn et Twitter, groupe Crédit Agricole, ainsi que sur notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à notre prochain invité Simon Bernard, cofondateur de l'expédition de recyclage Plastic Odyssée. Bon été à tous. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.